Ahmed se rétablit lentement. Nous l'avons installé dans la maison des invités, d'où il ne sort pour ainsi dire jamais. À chacune de nos discussions, il me parle toujours et toujours de son prochain voyage en France. Il en rêve tout le temps. Cette idée fixe l'obsède. Je partirai, me dit-il, je partirai de ce pays de honte. Que nous reste-t-il ici, Youssef? La France, Youssef, la France. Voilà notre pays. Parle-moi de la France et je t'écouterai, mon frère. Parle-moi de la France et je guérirai. Notre salut est de l'autre côté de la mer, pas ici parmi les chacals. Là-bas, c'est le travail assuré. C'est la verdure à perte de vue. C'est l'eau qui coule en abondance à chaque coin de rue. Ce sont les maisons construites en dur et qui te protègent du froid et de la pluie. La France, c'est le pays où les gens t'offrent un sourire parce que tu es un être humain. Ne cherche plus, Youssef. Je te dis que nous n'avons plus rien à faire ici. Nous irons en France. Je t'en fais le serment. Et nous n'aurons plus à mendier notre pain à ces tueurs d'Arabes. Ahmed me tient invariablement les mêmes propos. Pourtant, je me demande parfois s'il n'est pas dans le vrai. Les salaires sont 3 fois plus élevés en France qu'en Algérie. De plus, et Ahmed a raison, nous y serions en totale sécurité, ce qui est loin d'être le cas dans notre région. Mais Ahmed peut partir sans contrainte. Il ne laisse derrière lui aucune famille, ni aucune terre à entretenir. Néanmoins, il voit juste, et je l'approuve. Dès qu'il sera guéri, je l'aiderai à réunir l'argent du voyage. La veille de l'Assemblée, une ambulance de l'armée vient au douar. Du véhicule descendent le Rouquin et Bouzid, le frère du jeune Samir. La venue des rescapés de la dernière heure, outre qu'elle nous comble de joie, nous donne un regain d'espérance quant aux autres disparus. Leur arrivée inespérée allume un peu de lumière dans nos cœurs serrés par l'angoisse et la peur du lendemain. Depuis mon retour au douar, c'est la première fois que j'ai foi en la miséricorde du Seigneur Tout-Puissant. Je m'étais convaincu qu'il nous avait oubliés. Le Rouquin a essuyé un tir de mitrailleuse près de Grenoble. Les balles l'ont atteint dans le bassin, et c'est un miracle qu'il s'en soit sorti. Les chirurgiens ont fait des prouesses. Bouzid a eu moins de chance, si l'on peut dire. Une grenade a explosé à quelques pas de lui. Il lui a sérieusement abîmé le côté droit. Il gardera sans doute toute sa vie des cicatrices sur le visage. Mais l'important est qu'il soit revenu vivant de cet enfer. Pour une famille, rien ne remplace la présence vivante, aussi imparfaite soit-elle, de l'un des siens. On s'accommode de tous les handicaps d'une personne, mais on ne construit pas une vie avec un mort. Lors de l'Assemblée, qui est donc marquée par la présence imprévue du Rouquin et de Bouzid, il ne s'est produit rien d'extraordinaire. Rabat ne présente pas une seule proposition de nature à bouleverser la situation présente. Il se contente de suivre les débats en faisant montre d'une grande complaisance à l'égard de chacun orateur. Il plaisante au moment opportun et fait des digressions très à propos. Une attitude aussi peu habituelle de la part de l'homme le plus riche de la contrée. Mais qui met quelquefois certains membres de l'Assemblée dans l'embarras.
Dans une réunion de cette importance, il en résulte obligatoirement des décisions importantes, de nouvelles alliances ou des redistributions de terres. Chaque fois, l'ogre du Douar attaque sur tous les fronts, accaparant des arpents de terre qui vont étendre son royaume. Chaque fois, la bête ne met aucun appétit à l'ouvrage, ne lacère personne de ses griffes empoisonnées, ne sert aucun breuvage anesthésiant, ne lance pas le plus infime regard vengeur. L'homme souverain se délasse dans de généreuses pensées fraternelles, entrecoupées de sympathiques confidences. Il approuve sans réserve les propositions estimées réalisables et modère les ardeurs belliqueuses des plus agités. Du jamais vu, du jamais entendu et du jamais concevable. Enfin, pour clore l'assemblée, Rabat annonce le prochain mariage de sa fille avec moi. Tout le monde se félicite de cette heureuse nouvelle et nous dînons aux frais du maître. Notre mariage sera célébré un mois plus tard dans l'intimité du Douar. Ahmed part pour la France au plus fort de l'hiver. Je pense qu'il a fait le bon choix. Son départ a été minutieusement préparé car je ne voulais pas le laisser partir dans l'inconnu. Après un échange de lettres avec Joachim, ce dernier lui a trouvé un travail et s'est engagé à l'héberger le temps nécessaire pour qu'il trouve à se loger convenablement. J'ai alors consenti à le laisser rejoindre son paradis. Je paye son billet et partage avec lui mes quelques affaires. Je vais avec lui à Alger et l'accompagne au port. Je suis aussi ému que lui. Ahmed pleure de joie d'être enfin sur le point de réaliser le rêve le plus fou de sa vie. Je me souviens que lorsqu'il est revenu me voir au Douar, en exhibant son billet de bateau, j'ai eu le sentiment qu'il ne réalisait pas les risques d'une telle entreprise. Il sait à peine quelques mots de français. Et pour tout bagage, il a le nom d'un pays de rêve qui résonne dans sa tête comme un merveilleux souvenir d'enfant. « Regarde, me dit-il, regarde devant toi la route du paradis. Je pars pour ne plus revenir dans ce pays de misère. Ou si je le fais, ce sera pour venir te chercher. Je n'aurai sans doute jamais l'occasion d'aller si loin. Mais je prie Dieu qu'Ahmed trouve un peu de réussite. Et surtout, beaucoup de bonheur. Car jusqu'ici, le destin ne lui a pas été particulièrement favorable. Avant de nous quitter, devant le bateau, je lui fais mes adieux et lui remets une somme d'argent qui lui permettra de tenir quelque temps. Il accepte l'argent sans dire un mot, puis il pleure en me disant au revoir. La suite, demain à la même heure, vous pouvez vous abonner.